Andrei Tchikatilo, l'éventreur de Rostov. Dans la matinée froide du 22 décembre 1978, le corps d'une fillette de 9 ans fut découvert sur les rives de la rivière Grushevka, près de la ville de Shakhty, dans la région de Rostov, au sud-ouest de l'Union soviétique. Yelena Zakotnova avait disparu 2 jours auparavant, en sortant de l'école. Son corps présentait des signes d'étranglement et de multiples coups de couteau. Les yeux avaient été arrachés et il y avait des preuves de tentatives d'abus sexuels. La brutalité du crime choqua la communauté locale, mais personne n'aurait pu imaginer qu'il s'agissait seulement du premier d'une série d'assassinats qui terroriserait la région pendant plus d'une décennie. L'homme responsable de ce crime s'appelait Andrei Romanovitch Tchikatilo. Né le 16 octobre 1936, dans un petit village appelé Yablouchne, dans la région de Sumy en Ukraine, Tchikatilo vint au monde dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire soviétique. Seulement quelques années avant sa naissance, l'Ukraine avait été dévastée par l'Holodomor, la grande famine artificielle de 1932 à 1933, résultat direct des politiques de collectivisation forcée mises en œuvre par Joseph Staline. Des millions d'Ukrainiens moururent de faim et les survivants affrontèrent des conditions de vie inimaginables. La famille de Tchikatilo n'échappa pas aux conséquences de cette période dévastatrice. Sa mère, Anna Tchikatilo, racontait répétitivement à son fils une histoire troublante. Elle affirmait qu'André avait eu un frère aîné appelé Stepan, qui aurait été enlevé et cannibalisé par des voisins affamés pendant la Grande Famine. Bien qu'il n'y ait jamais eu de confirmation de l'existence réelle de ce frère, l'histoire était constamment répétée par la mère, créant chez Tchikatilo une atmosphère de terreur et de paranoïa depuis le plus jeune âge. Il grandit en croyant que son frère avait été littéralement dévoré, une image qui le hanterait toute sa vie. L'enfance de Tchikatilo fut marquée par des privations extrêmes et des humiliations constantes. La famille vivait dans une petite cabane de terre avec un toit de chaume, sans électricité ni eau courante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la région fut occupée par les forces nazies et la famille affronta encore plus de difficultés. En 1943, quand Andrei n'avait que 7 ans, un incident se produisit qui marquerait profondément sa psyché. Selon des registres policiers mentionnés ultérieurement, sa mère fut violée par des soldats allemands, et il existe la possibilité que le jeune Tchikatilo ait assisté à l'attaque. Ce traumatisme, combiné avec le récit constant sur le cannibalisme du supposé frère, créa chez Tchikatilo une vision déformée de la violence et de la sexualité dès très tôt. Durant toute l'enfance et l'adolescence, Tchikatilo souffrit d'un problème qui lui causait une immense honte. Il souffrait d'énurésie nocturne, c'est-à-dire qu'il mouillait régulièrement son lit. Sa mère répondait à ces épisodes par la violence physique et l'humiliation verbale, frappant le garçon et le ridiculisant publiquement. Anna Tchikatilo était une femme dominatrice et cruelle qui ne démontrait pas d'affection pour son fils et l'exposait constamment au ridicule. Ces expériences d'humiliation répétées contribuèrent au développement de profonds sentiments d'inadéquation et de colère refoulés chez Tchikatilo. À l'école, la situation n'était pas meilleure. Tchikatilo était myope, mais n'avait pas accès à des lunettes, ce qui rendait ses études difficiles et faisait de lui une cible de harcèlement constant de la part de ses camarades. C'était un garçon timide, renfermé et socialement inadapté, qui avait du mal à se faire des amis et à se lier avec d'autres enfants. Malgré ses difficultés, il montrait de l'intérêt pour les études et la littérature, cherchant dans les livres une échappatoire à la réalité brutale dans laquelle il vivait. L'adolescence apporta de nouveaux tourments à Tchikatilo. Quand il commença à développer un intérêt sexuel, il découvrit qu'il souffrait de dysfonction érectile chronique. Il était complètement incapable de maintenir une érection, ce qui lui causait une honte profonde et intensifiait ses sentiments d'inadéquation. À 17 ans, un incident se produisit qui révélerait ses futures pulsions violentes. Tchikatilo saisit une fillette de 11 ans, amie de sa sœur cadette, et la jeta au sol. Pendant que la fillette se débattait et criait, tentant de s'échapper, il la tint fermement et, durant la lutte, sans aucune pénétration ou contact sexuel direct, il éjacula. Ce fut la première fois qu'il parvint à atteindre l'orgasme, et cela se produisit durant un acte de violence et de domination d'une enfant sans défense. Cet épisode créa dans son esprit une association fatale entre violence, domination et plaisir sexuel. Après avoir terminé l'enseignement secondaire, Tchikatilo tenta d'entrer à l'Université d'État de Moscou pour étudier le droit, mais fut rejeté.
Cet échec fut une humiliation de plus dans sa vie. En 1957, à 20 ans, il fut appelé pour le service militaire obligatoire, servant dans l'armée soviétique pendant 3 ans. Durant cette période, il fut exposé à la culture militaire de discipline rigide, de hiérarchie et de normalisation de la violence. Bien qu'il n'existe pas de registre de comportement violent de Chikatilo durant son service militaire, cette expérience le familiarisa avec les méthodes de combat et avec l'idée de la mort comme outil. Après avoir quitté l'armée en 1960, Chikatilo parvint à s'inscrire à un cours de littérature russe et d'ingénierie dans une université de moindre prestige à Rostov-sur-le-Don. Ce fut durant ses études universitaires qu'il rencontra Féodosia Odnatseva, une femme quelques années plus âgée que lui. La sœur de Chikatilo, préoccupée par sa solitude et son apparente incapacité à se lier avec des femmes, avait arrangé la rencontre. Féodosia n'était pas particulièrement attrayante et avait peu de perspectives de mariage. Chikatilo, désespéré de paraître normal et de cacher son impuissance, accepta le mariage arrangé. Le couple se maria en 1963. La vie conjugale de Chikatilo fut marquée par son impuissance sexuelle continue. Il était incapable de maintenir des relations sexuelles normales avec sa femme. Selon des récits ultérieurs, Chikatilo en vint à tenter d'inséminer artificiellement sa femme en utilisant des objets. Telle était son incapacité de fonctionner sexuellement. Malgré ces difficultés extrêmes, le couple parvint à avoir 2 enfants. Une fille appelée Lyudmila, née en 1965, et un fils appelé Yuri, né en 1969. Les circonstances exactes de la conception restent incertaines, mais il est possible qu'occasionnellement, Chikatilo parvenait à maintenir une érection suffisamment longtemps pour éjaculer. Après avoir terminé ses études, Chikatilo travailla brièvement comme ingénieur en télécommunications, mais migra rapidement vers le domaine de l'éducation. En 1971, il obtint une certification pour enseigner et commença à travailler comme professeur de langue et littérature russe dans des écoles de la région de Rostov. Durant les années où il travailla comme professeur, entre 1971 et 1981, les premiers signes clairs de son comportement prédateur apparurent. De multiples plaintes furent enregistrées contre lui pour comportement inapproprié avec les étudiants. Il y avait des accusations qu'il agressait sexuellement des élèves, tant filles que garçons, les touchant de manière inappropriée et faisant des commentaires de nature sexuelle. Dans une école à Novochakhtinsk, les rapports de harcèlement devinrent si fréquents que les parents exigèrent son licenciement. Chikatilo changeait constamment d'école, toujours forcé de partir à cause de plaintes de comportements inappropriés, mais ne fut jamais formellement accusé ou arrêté. Dans la société soviétique de l'époque, il y avait une tendance à étouffer les scandales et éviter la publicité négative. Les autorités scolaires préféraient simplement transférer les enseignants problématiques vers d'autres institutions, plutôt que d'affronter des procédures légales qui pourraient ternir la réputation du système éducatif soviétique. Cette pratique permit à Chikatilo de continuer à avoir accès aux enfants pendant des années, malgré son comportement clairement prédateur. En décembre 1978, Chikatilo avait acheté une petite maison abandonnée en périphérie de Shakhty, une ville industrielle dans la région de Rostov. Il utilisait l'endroit comme refuge secret, le cachant de sa femme et de sa famille. Ce fut vers cette maison qu'il attira sa première victime connue, Yelena Zakotnova, 9 ans. Le 22 décembre, Chikatilo aborda la fillette près d'un arrêt de bus, lui offrant des chewing-gums et promettant de la ramener chez elle. Une fois à l'intérieur de la maison abandonnée, il tenta de la violer, mais comme toujours, ne parvint pas à maintenir une érection. La frustration sexuelle combinée à l'excitation de la situation mena à une explosion de violence. Il saisit la fillette, tenta de l'étouffer, puis commença à la poignarder répétitivement. Durant l'attaque, en voyant le sang et en entendant les cris de l'enfant, Chikatilo éjacula pour la première fois depuis des années. La connexion était faite. Violence et mort étaient redevenues la seule façon d'expérimenter le plaisir sexuel. Après avoir tué Yelena, Chikatilo traîna son corps jusqu'à la rivière Grushevka et le jeta dans l'eau. 2 jours plus tard, le corps fut découvert. L'enquête policière fut intense. Des témoins rapportèrent avoir vu un homme d'âge moyen avec des lunettes et une serviette près de l'endroit où Yelena fut vue pour la dernière fois. La police commença à interroger les résidents de la zone et identifia rapidement Chikatilo comme suspect, surtout après avoir découvert qu'il avait acheté la maison abandonnée
où des taches de sang furent trouvées. Chikatilo fut interrogé, mais nia toute implication. Sa femme lui fournit un alibi, alléguant qu'il était à la maison la nuit de la disparition. De plus, quand la police réalisa un examen sanguin, elle découvrit que Chikatilo avait du sang de type A, tandis que le sperme trouvé sur le corps de la victime était du type AB. À l'époque, les autorités soviétiques ne savaient pas que dans des cas rares, environ 20% de la population, le groupe sanguin d'une personne peut différer du type trouvé dans d'autres fluides corporels. Ce phénomène, connu comme non-sécréteur, signifiait que le sang de Chikatilo était de type A, mais son sperme était de type AB. Sans autre preuve concrète et avec l'alibi fourni par sa femme, la police dut libérer Chikatilo. Désespérés de résoudre le cas brutal qui avait choqué la communauté, les enquêteurs se concentrèrent sur un autre suspect, Alexandre Kravchenko, un jeune avec des antécédents criminels qui vivait près de la scène du crime. Sous intense pression et possiblement sous torture, Kravchenko confessa le meurtre de Yelena Zakotnova. Il fut rapidement jugé, condamné et exécuté par fusillade en 1984. Un homme innocent avait payé pour le crime de Chikatilo, tandis que le véritable assassin restait libre. Après le meurtre de Yelena Zakotnova, Chikatilo ne tua pas à nouveau pendant presque 3 ans. Cette période de dormance est commune chez les tueurs en série, surtout après le premier homicide, quand ils peuvent être en train de traiter ce qu'ils ont fait et d'évaluer les risques. Cependant, le 3 septembre 1981, Chikatilo attaqua à nouveau. Larissa Tkachenko, une jeune de 17 ans avec des difficultés d'apprentissage, fut sa deuxième victime. Chikatilo la rencontra dans une bibliothèque à Shakhty et parvint à la convaincre de l'accompagner vers une zone forestière isolée. Là, il l'attaqua tentant de la violer, mais encore une fois ne parvint pas à maintenir une érection. Enragé par son impuissance, il commença à l'étrangler avec ses mains, puis avec une corde. Durant l'étranglement, il éjacula. Après qu'elle soit morte, Chikatilo se mit à mutiler le corps avec un couteau, enlevant les seins et infligeant de multiples coups de couteau à l'abdomen et à la région pelvienne. Il remplit la bouche de la victime avec de la terre et des feuilles pour symboliquement faire taire ses cris, bien qu'elle soit déjà morte. Le corps fut laissé dans la forêt, où il fut découvert 2 jours plus tard. Avec la mort de Larissa Tkachenko, le schéma des meurtres de Chikatilo commença à s'établir. Il avait découvert qu'il pouvait atteindre l'éjaculation à travers la violence extrême, l'acte de poignarder et mutiler ses victimes. À partir de ce point, les assassinats deviendraient plus fréquents et de plus en plus brutaux. Le 12 juin 1982, il tua Lyubov Biryuk, 13 ans, dans une zone forestière près du village de Zaplavskaya. Le 25 juillet de la même année, il attaqua Lyubov Volobouyeva, 14 ans, près de la gare de Shakhty. Le 8 août, ce fut le tour d'Oleg Podjivaev, un garçon de 9 ans. Ce fut la première fois que Chikatilo tuait un enfant de sexe masculin, démontrant que ses victimes n'étaient pas choisies selon des caractéristiques spécifiques, mais plutôt selon l'opportunité et la vulnérabilité. Le 8 septembre 1982, Chikatilo assassina Olga Kuprina, 16 ans, à Shakhty. 11 jours plus tard, le 19 septembre, il tua Irina Karabelnikova, 18 ans, également à Shakhty. Le 27 octobre, il attaqua Sergei Kouzmin, un garçon de 15 ans. Et le 11 décembre, il assassina Olga Stalmachenok, 10 ans. En moins de 6 mois, Chikatilo avait tué 7 personnes. La fréquence des assassinats augmentait dramatiquement. Durant 1983, il tuerait 6 victimes supplémentaires. Les autorités soviétiques commencèrent à percevoir qu'elles avaient un tueur en série en action, mais affrontaient d'énormes difficultés dans l'enquête. Le modus operandi de Chikatilo suivait un schéma cohérent. Il fréquentait les gares et arrêts de bus, endroits où des personnes vulnérables attendaient habituellement. Enfants fugueurs, adolescents à problème, prostituées, vagabonds et personnes avec des difficultés mentales. Chikatilo se présentait de façon respectable, portant des costumes, transportant une serviette et parfois feignant d'être une figure d'autorité. Il abordait ses victimes potentielles avec des offres de nourriture, d'argent, d'alcool ou simplement d'un endroit pour se reposer. Une fois qu'il parvenait à convaincre la victime de l'accompagner, il l'emmenait vers des zones forestières isolées, connues comme plantations-abris, ceintures d'arbres plantées par le gouvernement soviétique pour protéger les terres agricoles des vents. Ces zones étaient denses, isolées et rarement visitées, les rendant parfaites pour ses crimes. Une fois isolé avec la victime, Chikatilo attaquait avec une violence extrême.
Il commençait fréquemment en tentant une forme de contact sexuel, mais échouait invariablement à obtenir une érection. Cet échec déclenchait sa fureur. Il passait alors à la violence physique, étranglant ou étouffant initialement la victime pour la dominer. Une fois que la victime était incapacitée ou morte, il commençait à poignarder le corps répétitivement. Chikatilo développa une méthode spécifique. Il commençait avec des coupures superficielles sur la poitrine et l'abdomen, observant le sang jaillir. Cela l'excitait sexuellement. Puis il infligeait des blessures plus profondes et ciblées. Durant ce processus de coups de couteau et de mutilation, il éjaculait. Mais la violence ne s'arrêtait pas avec la mort de la victime. Chikatilo mutilait fréquemment les corps de manière extensive après la mort. Il enlevait les organes sexuels, coupait les seins, arrachait les yeux et dans de nombreux cas consommait des parties du corps. Il mordillait ou coupait des morceaux de chair et les mangeait pendant qu'ils étaient encore chauds. Cet acte de cannibalisme lui fournissait une sensation additionnelle de pouvoir et de contrôle. Les yeux étaient une cible particulière de sa violence. Chikatilo croyait en une ancienne superstition russe selon laquelle les yeux d'une victime de meurtre retiennent la dernière image qu'ils ont vue, c'est-à-dire le visage de l'assassin. Il arrachait les yeux pour éviter d'être identifié à travers eux. À mesure que les assassinats continuaient, la police soviétique commença à reconnaître qu'elle avait affaire à un prédateur en série. En 1983, une force spéciale fut établie pour enquêter sur les meurtres. Le cas fut classé comme de priorité maximale, mais les autorités affrontaient des obstacles significatifs. Le premier problème était idéologique. En Union soviétique, les tueurs en série étaient considérés comme un phénomène du capitalisme décadent occidental. La propagande soviétique affirmait que de tels crimes ne pouvaient pas se produire dans une société socialiste parfaite. Admettre publiquement l'existence d'un tueur en série signifierait reconnaître un échec fondamental dans le système soviétique. Par conséquent, les assassinats furent maintenus secrets autant que possible. La presse soviétique reçut l'ordre de ne pas publier d'informations sur les crimes et le grand public ne fut pas alerté du danger. Le second problème était pratique. Les méthodes d'enquête médico-légales en Union soviétique étaient des décennies en retard sur les pays occidentaux. Les tests ADN n'existaient pas encore. Les ordinateurs étaient rares et primitifs. Le partage d'informations entre différentes juridictions policières était lent et bureaucratique. De plus, l'étendue géographique des crimes était un défi. Chikatilo commettait des meurtres dans de multiples villes et districts sur des centaines de kilomètres. Chaque juridiction policière locale tendait à enquêter sur ses propres cas isolément, rendant difficile l'identification de schémas plus larges. En 1983, le détective Viktor Burakov fut désigné comme chef de la force spéciale d'enquête. Burakov était un enquêteur expérimenté et dévoué, mais faisait face à des ressources limitées et une interférence politique constante. Il commença à cataloguer systématiquement tous les meurtres non résolus dans la région de Rostov qui partagèrent des caractéristiques similaires. Il devint rapidement clair qu'il y avait un unique perpétrateur responsable de dizaines de morts. Burakov créa un profil de l'assassin. Il s'agissait d'un homme d'âge moyen, probablement éduqué, capable de se présenter de façon respectable pour gagner la confiance des victimes. L'assassin avait une connaissance extensive de la région, particulièrement des zones forestières isolées. Il avait probablement un emploi qui lui permettait de voyager fréquemment et qui expliquait sa présence dans les gares et stations de bus. Durant 1984, Chikatilo tua 15 victimes supplémentaires, l'année la plus mortelle de sa carrière. Les morts incluaient des enfants, adolescents et jeunes adultes, tant de sexe masculin que féminin. La brutalité des assassinats restait cohérente. Étranglement, multiples coups de couteau, mutilations et fréquemment cannibalisme. La police intensifia ses opérations, plaçant des agents déguisés dans les gares et augmentant les patrouilles dans les zones forestières connues. En septembre 1984, Chikatilo fut effectivement abordé par un policier dans une station de bus à Rostov. L'officier nota que Chikatilo agissait de façon suspecte, observant de jeunes femmes et tentant d'initier des conversations avec elles. Chikatilo fut emmené pour interrogatoire. Durant l'interrogatoire, la police vérifia ses antécédents et découvrit qu'il avait été suspect dans le meurtre de Yelena Zakotnova en 1978. Cette information aurait dû être un signal d'alarme significatif. Cependant, encore une fois, le test de groupe sanguin le sauva. Quand ils testèrent son sang, il montra le type A,
pas le type AB trouvé dans le sperme sur plusieurs scènes de crime. De plus, Chikatilo se présentait de manière calme et respectable. Il était un professeur diplômé, membre du Parti communiste, vétéran de l'armée soviétique et père de famille. Il ne correspondait simplement pas à l'image que beaucoup avaient d'un assassin brutal. La police le libéra après seulement quelques jours, sans réaliser une enquête plus approfondie. Ironiquement, ce fut immédiatement après cette détention de 1984 que Chikatilo cessa temporairement de tuer. Pendant presque 2 ans, il n'y eut pas de nouveaux assassinats avec le schéma caractéristique de ses victimes précédentes. Il existe plusieurs explications possibles pour cette pause. Chikatilo peut avoir été effrayé par sa détention, percevant qu'il était observé. De plus, en 1984, il avait été licencié de son travail de professeur après d'autres accusations de comportement inapproprié avec des étudiants. Sans l'emploi qui lui donnait accès à des victimes potentielles et une raison légitime de voyager, ses opportunités de chasse furent limitées. En 1985, il obtint un nouvel emploi comme fournisseur pour une usine, travail qui exigeait à nouveau des voyages fréquents dans la région. Cependant, il ne tua pas cette année-là. En 1985, le régime soviétique changea dramatiquement avec l'ascension de Mikhaïl Gorbatchev au pouvoir. Gorbatchev introduisit des politiques de glasnost, ouverture, et de perestroïka, restructuration, qui permirent graduellement plus de transparence et de liberté de presse en Union soviétique. Ces changements permettraient éventuellement que l'enquête sur les meurtres de Rostov reçoive plus de ressources et d'attention, bien que cela prendrait du temps. En 1986, Chikatilo revint au meurtre. En mai de cette année, il assassina une femme non identifiée dont le corps fut découvert dans une zone forestière. La mutilation était cohérente avec ses crimes précédents. En août 1987, il tua à nouveau. En 1988, le nombre d'assassinats augmenta à 3. Et en 1990, il tuerait 8 victimes supplémentaires, dans une accélération finale effrayante de sa carrière criminelle. Un facteur qui facilita le retour de Chikatilo aux assassinats fut son nouvel emploi comme fournisseur. Ce travail exigeait qu'il voyage constamment entre usines, entrepôts et bureaux dans toute la région de Rostov. Il passait des jours loin de chez lui, avait accès à un véhicule de l'entreprise et une raison légitime d'être dans les gares et stations de bus à toute heure. Cet emploi était le déguisement parfait pour un prédateur en série. L'enquête policière, menée par le détective Burakov, était devenue extrêmement sophistiquée pour les standards soviétiques. Burakov travailla sans relâche, fréquemment contre la résistance de ses supérieurs qui ne voulaient-ils pas allouer de ressources pour un cas qu'il ne pouvait pas admettre publiquement. Il compta sur l'assistance d'un psychiatre légiste appelé Alexandre Boukhanovski, qui créa l'un des premiers profils psychologiques détaillés d'un tueur en série dans l'histoire soviétique. Boukhanovski analysa les scènes de crime et conclut que l'assassin était un homme avec de graves dysfonctions sexuelles, qui obtenait satisfaction sexuelle seulement à travers la violence extrême. Il prédit que l'assassin serait sexuellement impuissant dans des situations normales, mais capable d'éjaculer durant les actes de violence. La police établit une surveillance intensive dans toutes les principales gares de la région. Des agents déguisés surveillaient qui fréquentaient ces endroits régulièrement. Le 6 novembre 1990, un inspecteur ferroviaire appelé Igor Rybakov était en patrouille à la station de Donleskoz quand il remarqua un homme d'âge moyen émergeant d'une zone forestière proche. L'homme avait des taches de sang sur sa joue et sur ses mains. Il tentait de les nettoyer avec un mouchoir. Rybakov, qui avait été informé de l'opération de surveillance et instruit de rapporter tout comportement suspect, aborda l'homme et demanda ses documents. L'homme s'identifia comme Andrei Chikatilo et expliqua qu'il revenait d'un voyage d'affaires. Rybakov nota l'information et rapporta l'incident à ses supérieurs. Quand le rapport arriva au détective Burakov, il vérifia le nom Andrei Chikatilo dans les archives. Il découvrit que ce nom était apparu précédemment. Chikatilo avait été suspect dans le meurtre de 1978, avait été interrogé en 1984 pour comportement suspect et avait un historique d'accusation d'abus sexuels contre des enfants. Burakov ordonna que Chikatilo soit placé sous surveillance constante. Durant les jours suivants, des détectives suivirent Chikatilo partout. Ils observèrent qu'il fréquentait les gares et stations de bus, abordait des jeunes et tentait de les convaincre de l'accompagner. Le 14 novembre 1990, le corps de Svetlana Korostik, 22 ans, fut découvert dans une forêt près de Donleskoz.
la même zone où Chikatilo avait été vu avec du sang sur ses mains 8 jours auparavant. La victime avait été tuée le 6 novembre, exactement quand Chikatilo avait été vu sortant de la forêt. Avec cette preuve circonstancielle forte, la police arrêta Chikatilo le 20 novembre 1990. Durant les premiers interrogatoires, Chikatilo nia toute participation au meurtre. Il allégua que le sang sur ses mains et son visage avait résulté d'avoir aidé quelqu'un qui avait souffert une blessure. Les enquêteurs, cependant, avèrent des preuves substantielles contre lui. Quand ils examinèrent sa maison, ils trouvèrent des couteaux et des vêtements avec des taches de sang. Quand ils analysèrent ses registres de voyage, ils découvrirent qu'il avait été présent dans toutes les villes et à toutes les dates approximatives des assassinats. Durant 10 jours, Chikatilo maintint sa dénégation. Puis, dans une décision stratégique brillante, le détective Burakov amena le psychiatre Alexandre Bukhanovski dans la salle d'interrogatoire. Bukhanovski passa des heures à converser avec Chikatilo, non pas comme un suspect de crime, mais comme un patient. Il discuta des dysfonctions sexuelles de Chikatilo, de ses humiliations passées, de ses sentiments d'inadéquation. Bukhanovski fut empathique et non jugeant, créant un environnement où Chikatilo se sentit finalement compris. Le 30 novembre 1990, 10 jours après son arrestation, Andrei Chikatilo confessa. Il ne confessa pas seulement les 53 meurtres que la police avait connectés à lui, mais admit 3 meurtres additionnels que la police ne connaissait pas, élevant le total à 56 victimes. Durant les confessions, Chikatilo fournit des détails extrêmement spécifiques sur chaque assassinat. Il décrivit où il avait trouvé chaque victime, comment il les avait convaincus de l'accompagner, où exactement dans les forêts il avait commis les crimes, et ce qu'il avait fait à chaque corps. Il mena les enquêteurs aux emplacements exacts de meurtres non découverts, où ils trouvèrent effectivement des restes humains. Chikatilo expliqua sa méthode de mise à mort dans des détails cliniques. Il décrivit comment il commençait avec des coupures superficielles pour voir le sang, comment cela l'excitait sexuellement, et comment l'excitation augmentait à mesure qu'il infligeait des blessures plus profondes. Il admit qu'il éjaculait durant le processus de coups de couteau et de mutilation. Il admit également des actes de cannibalisme, expliquant qu'il mâchait ou coupait des parties des corps et les consommait, particulièrement les organes sexuels. Quant à la motivation, Chikatilo tenta d'expliquer que ses pulsions étaient incontrôlables. Il décrivit comment des pensées de violence et de mort le consumaient constamment. Il affirma qu'il tenta de résister à ses pulsions, mais qu'elles devenaient éventuellement si intenses qu'il ne pouvait plus les supprimer. Après avoir commis un meurtre, il se sentait temporairement soulagé, mais bientôt les pulsions revenaient, plus fortes qu'avant. Il exprima également de l'amertume concernant son impuissance sexuelle, la blâmant pour avoir transformé sa sexualité en quelque chose de monstrueux. Le procès d'Andrei Chikatilo commença le 14 avril 1992 à Rostov-sur-le-Don. En raison de la nature sensationnelle du cas et de la fin des restrictions de presse de l'ère soviétique, le procès attira une attention internationale massive. Des journalistes du monde entier voyagèrent à Rostov pour couvrir le processus. La salle du tribunal fut spécialement configurée avec une grande cage métallique où Chikatilo resta durant tout le procès. Cette cage n'était pas seulement pour la sécurité, mais aussi pour le protéger des familles des victimes, dont beaucoup assistèrent au procès et exprimèrent le désir de violence contre lui. Durant le procès, Chikatilo se comporta de façon bizarre et théâtrale. Il criait fréquemment des obscénités, enlevait ses vêtements, agitait son pénis en direction de l'audience et alléguait être victime d'une conspiration. À un moment, il baissa son pantalon et agita son organe génital, criant qu'il n'était pas homosexuel. Cette exhibition mena les juges à retirer temporairement le public de la salle. Chikatilo chantait également des chansons communistes, récitait de la poésie et à plusieurs occasions dut être contenu par des gardes. De nombreux observateurs se demandèrent si ce comportement était genuinement psychotique ou une tentative calculée de paraître fou pour éviter la peine de mort. La défense de Chikatilo argumenta qu'il était mentalement incompétent et ne devrait pas être considéré comme criminellement responsable de ses actions. Une équipe de psychiatres fut désignée pour évaluer sa santé mentale. Après des examens et observations extensifs, les psychiatres conclurent que, bien que Chikatilo eût de graves troubles sexuels et démontra un comportement paraphilique extrême, il était légalement sain d'esprit au moment des crimes. Il savait que ce qu'il faisait était mal, prit des mesures pour éviter la capture
et démontra un comportement planifié et délibéré. Par conséquent, il devrait être considéré comme responsable de ses actions. Le procureur présenta des preuves écrasantes contre Chikatilo. Il y avait ses confessions détaillées, corroborées par des preuves physiques sur les scènes de crime. Il y avait des témoins qui l'avaient vu avec certaines victimes peu avant leur disparition. Il y avait les registres de voyage qui le plaçaient aux endroits et moments des assassinats. Et il y avait les objets trouvés dans sa maison, incluant des couteaux et des vêtements tachés de sang. La question de la discordance du groupe sanguin fut finalement résolue quand des spécialistes expliquèrent le phénomène du non-sécréteur, démontrant que Chikatilo pouvait avoir du sang de type A, tandis que ses autres fluides corporels montraient le type AB. Les familles des victimes eurent l'opportunité de témoigner durant le procès. De nombreux parents, frères et sœurs et proches décrivirent l'impact dévastateur que les assassinats eurent sur leur vie. Des mères pleurèrent en décrivant leurs fils et filles, leurs espoirs et rêves détruits par la violence de Chikatilo. Certains membres de famille crièrent des menaces de mort contre lui. D'autres s'assirent simplement en silence, regardant l'homme qui avait pris leurs êtres chers. La douleur dans la salle du tribunal était palpable. Chikatilo fut formellement accusé de 53 meurtres. 3 des 56 qu'il avait confessés ne purent être confirmés avec des preuves suffisantes pour inclusion dans les accusations formelles. Durant son témoignage, quand interrogé sur chaque victime individuelle, Chikatilo fournit des détails que seul l'assassin pouvait connaître. Il décrivit les vêtements que les victimes portaient, des bijoux spécifiques, des caractéristiques physiques particulières et des détails sur les emplacements isolés où leurs corps furent laissés. Le procès dura 6 mois. Le 14 octobre 1992, le verdict fut annoncé. Andrei Chikatilo fut considéré coupable de 52 des 53 meurtres pour lesquels il fut accusé. Une accusation fut rejetée par manque de preuves suffisantes. Il fut également considéré coupable de 5 accusations d'abus sexuels de mineurs non reliés au meurtre. La sentence fut prononcée immédiatement. Mort par exécution. Dans la Russie post-soviétique, la peine de mort était toujours en vigueur et était appliquée par un unique coup de feu à l'arrière de la tête. Quand la sentence fut lue, il y eut des applaudissements et des cris d'approbation des familles des victimes présentes dans la salle. Chikatilo, dans sa cage, cria que les juges étaient fascistes et qu'il était innocent. Il fut rapidement retiré de la salle du tribunal et ramené en prison. Son équipe de défense annonça l'intention de faire appel, mais il y avait peu d'espoir réaliste de renverser la condamnation, étant donné la quantité massive de preuves contre lui. Après le procès, Chikatilo fut maintenu dans une prison de sécurité maximale à Novotcherkassk, en attente de l'exécution de sa sentence. Les appels furent rapidement rejetés par les tribunaux supérieurs. La Cour suprême de la Fédération de Russie examina le cas et confirma tant la condamnation que la sentence de mort. Il n'y avait aucune base légale pour renverser le verdict. Le 14 février 1994, Andrei Chikatilo fut exécuté. Selon le protocole russe, il fut emmené dans une salle spéciale de la prison de Novotcherkassk. Sans avertissement préalable ni cérémonie, un exécuteur entra dans la salle et tira un unique coup de feu à l'arrière de sa tête. La mort fut instantanée. Chikatilo avait 57 ans. Son corps fut incinéré et les cendres furent jetées sans cérémonie. Il n'y eut pas de funérailles, pas de pierre tombale, pas de mémorialisation d'aucune sorte. Il cessa simplement d'exister. L'exécution de Chikatilo apporta un sens de clôture pour beaucoup de familles et de ses victimes, bien que la douleur de la perte demeurât. Certains exprimèrent leur satisfaction que justice avait été faite. D'autres sentirent qu'aucune punition ne serait suffisante pour ce qu'il avait fait. Pour beaucoup, l'exécution n'apporta pas le soulagement qu'ils espéraient. Leurs êtres chers étaient toujours morts, et aucune sentence ne pouvait les ramener. Le cas d'Andrei Chikatilo eut des répercussions significatives en Russie et internationalement. En Russie, le cas força une réévaluation de la façon dont les crimes en série étaient enquêtés. Le détective Viktor Burakov, qui avait mené l'enquête avec tant de dévouement, devint une figure respectée dans l'application de la loi russe. Il écrivit ultérieurement un livre sur l'enquête, détaillant les défis qu'il affronta et les leçons apprises. Le cas mena également à la création d'unités spécialisées en crimes en série au sein des forces policières russes. Le psychiatre Alexandre Boukhanovski, dont le profil psychologique avait été instrumental dans la capture et la confession de Chikatilo, devint reconnu comme pionnier en psychiatrie légale en Russie.
Il continua d'étudier le cas de Chikatilo et publia des analyses détaillées sur la psychopathologie de l'assassin. Bukanowski argumenta que Chikatilo souffrait d'une forme extrême de paraphilie qu'il appela nécrosadisme, une combinaison de sadisme sexuel et de nécrophilie qui rendait impossible pour lui d'obtenir satisfaction sexuelle de toute forme, n'impliquant pas violence extrême et mort. Internationalement, le cas de Chikatilo attira une attention significative de criminologues et psychologues légistes. Il était rare d'avoir accès à des confessions si détaillées d'un tueur en série qui avait tué tant de victimes sur une si longue période. Les chercheurs étudièrent le cas pour mieux comprendre la psychologie des tueurs en série, particulièrement ceux motivés par des dysfonctions sexuelles. Le cas démontra également l'importance du partage d'informations entre juridictions policières et le besoin de techniques médico-légales avancées dans la capture de prédateurs en série. Le cas souleva également des questions sur les échecs systémiques qui permirent à Chikatilo de continuer à tuer pendant si longtemps. Si la police avait pris plus au sérieux les accusations d'abus sexuels contre lui quand il était professeur, il aurait pu être arrêté beaucoup plus tôt. S'il y avait eu une meilleure communication entre différents départements de police, le schéma de ces crimes aurait pu être identifié plus tôt. Si le test de groupe sanguin avait été plus sophistiqué, ou si la police avait connu le phénomène du non-sécréteur, il aurait pu être identifié comme suspect en 1984. Et s'il n'y avait pas eu le stigmate idéologique soviétique contre l'admission de l'existence de tueurs en série, des ressources auraient pu être allouées plus rapidement pour l'enquête. L'exécution d'Alexandre Kravchenko, l'homme innocent condamné pour le premier meurtre de Chikatilo, reste l'une des tragédies les plus troublantes du cas. Kravchenko fut exécuté en 1984, 6 ans avant la capture de Chikatilo. Il mourut pour un crime qu'il n'avait pas commis, victime d'une enquête policière précipitée et possiblement de torture qui le mena à une fausse confession. Après la confession de Chikatilo, il devint clair que Kravchenko était innocent. Sa famille ne reçut jamais de compensation adéquate ou de reconnaissance officielle de l'erreur judiciaire. Les victimes de Chikatilo représentaient une section transversale vulnérable de la société soviétique et post-soviétique. Beaucoup étaient des enfants de familles pauvres, adolescents fugueurs, jeunes avec des difficultés d'apprentissage, prostituées, vagabonds et personnes marginalisées. C'étaient des personnes qui fréquemment n'avaient pas de réseau de soutien fort, qui n'étaient pas immédiatement rapportés comme disparus, et dont les morts ne généraient pas de pression publique significative pour une enquête. Chikatilo exploita systématiquement cette vulnérabilité, choisissant des victimes qu'il savait être moins susceptibles d'être activement recherchées. Parmi les 53 victimes confirmées, la plus jeune avait 8 ans et la plus âgée avait 45 ans, bien que la grande majorité fussent des enfants et adolescents entre 9 et 17 ans. Approximativement 2/3 des victimes étaient de sexe féminin et 1/3 de sexe masculin. Chikatilo ne démontrait pas de préférence cohérente en termes de genre de ses victimes. Ce qui importait était l'opportunité et la vulnérabilité. Les victimes venaient d'origines ethniques diverses, reflétant la diversité de la région de Rostov, incluant des Russes, Ukrainiens, Arméniens et d'autres groupes. Chaque victime avait une histoire, une vie qui fut brutalement interrompue. Yelena Zakotnova, la première victime connue, était une étudiante appliquée qui rêvait de devenir professeure. Larissa Tkachenko, la deuxième victime, avait des difficultés d'apprentissage, mais était connue pour sa nature douce et confiante. Lyubov Biryuk était une adolescente qui avait fui de chez elle après des disputes avec ses parents. Oleg Podjivaev était un garçon qui revenait de rendre visite à des parents quand il fut abordé par Chikatilo. Svetlana Korostik, la dernière victime, était une jeune femme qui travaillait comme assistante de bibliothèque et économisait de l'argent pour se marier. Chacune de ces victimes, et toutes les autres, laissa derrière elle des familles dévastées et des avenirs jamais réalisés. L'héritage du cas Chikatilo dans la culture populaire fut significatif. Plusieurs livres furent écrits sur le cas, incluant des œuvres de journalistes d'investigation, des enquêteurs eux-mêmes et de psychologues légistes. Le cas fut le sujet de documentaires télévisés dans de multiples pays. En 1995, un film appelé Citizen X fut lancé, avec Stephen Rea dans le rôle de Victor Burakov et Jeffrey DeMunn dans celui d'Andrei Chikatilo. Le film dramatisa l'enquête et la capture de l'assassin, bien qu'avec quelques libertés artistiques. Le cas influença également la littérature de fiction.
apparaissant comme inspiration pour des personnages dans des romans policiers et thrillers psychologiques. Dans la région de Rostov, l'impact du cas fut profond et durable. Pendant des années après sa capture, les zones forestières où Chikatilo avait commis ses crimes étaient évitées par le public. Les parents de la région devinrent hyper vigilants sur la sécurité de leurs enfants, réticents à les laisser voyager seuls ou parler à des étrangers. La confiance dans la capacité de l'État à protéger ses citoyens avait été sévèrement ébranlée. Le cas devint partie de la conscience collective de la région, un rappel sombre d'une période de terreur qui dura 12 ans. Du point de vue criminologique, le cas Chikatilo est fréquemment étudié comme exemple d'un tueur en série organisé et orienté par motivation sexuelle. Sa capacité à éviter la capture pendant si longtemps, malgré la commission de crimes si fréquents et brutaux, démontre plusieurs caractéristiques typiques de ce type de délinquant. Il était intelligent, éduqué, capable de se présenter comme respectable et digne de confiance. Il planifiait soigneusement ses crimes, choisissant des endroits isolés où il ne serait pas interrompu. Il sélectionnait des victimes vulnérables qui offriraient peu de résistance et dont les disparitions ne généreraient pas d'enquête immédiate. Et il apprenait de l'expérience, ajustant ses méthodes pour minimiser le risque de capture. Cependant, le cas démontre également que même des tueurs en série hautement organisés commettent des erreurs et laissent des indices. Chikatilo fut identifié comme suspect de multiples fois avant sa capture finale. Si l'enquête avait été plus sophistiquée ou s'il y avait eu moins d'obstacles bureaucratiques, il aurait pu être capturé beaucoup plus tôt. Le fait qu'il fût finalement pris ne fut pas le résultat d'une erreur dramatique de sa part, mais plutôt de la persistance infatigable des enquêteurs et de la surveillance systématique qui le plaça finalement au mauvais endroit, au mauvais moment, avec des preuves sur lui. Aujourd'hui, plus de 3 décennies après sa capture, le cas d'Andrei Chikatilo reste l'un des plus étudiés et analysés dans l'histoire de la criminologie. Il continue d'être enseigné dans les cours de justice criminelle et de psychologie légale comme exemple d'enquête sur les crimes en série, de profilage psychologique des délinquants et des défis de la capture de prédateurs qui opèrent sur de vastes zones géographiques et de longues périodes de temps. Le cas sert également de rappel sombre de la capacité humaine pour le mal et de l'importance de systèmes efficaces de justice criminelle pour protéger les vulnérables. Les victimes de Chikatilo ne doivent pas être oubliées. Leurs noms et leurs histoires méritent d'être rappelés, non seulement comme victimes d'un monstre, mais comme individus avec leur propre vie, espoir et rêve. Yelena Zakotnova, Larissa Tkachenko, Lyubov Biryuk, Lyubov Volobuyeva, Oleg Podjivaev, Olga Kuprina, Irina Karabelnikova, Sergei Kuzmin, Olga Stalmachenok et les 44 autres victimes confirmées étaient des personnes réelles dont les vies avaient de la valeur et de la signification. Le cas d'Andrei Chikatilo n'est pas seulement à propos d'un assassin, mais à propos des vies qu'il a détruites et des familles qui portent toujours la douleur de cette perte.